Nous allons vous présenter aujourd'hui la compréhension physique, géométrique et analytique du gradient. Faisons un peu d'histoire. Alors que le roi soldat Louis XIII et son premier ministre Richelieu combattaient les protestants et imposaient le catholicisme, René Descartes reprenait les embryons du calcul infinitésimal hérité des Grecs avant Jésus-Christ et définissait le repère cartésien que nous connaissons comme repère orthonormé aujourd'hui. Cette avancée a permis à Pierre de Fermat de définir le taux d'accroissement d'une fonction et, avec la notion de limite, de définir la dérivée en un point d'une fonction. L'invention de l'imprimerie a permis de développer les communications entre savants de l'époque. De plus, ils voyageaient et séjournaient loin de leur terre natale et partageaient leurs publications. Du côté germanique, sous le règne de Léopold Ier de Habsbourg, à partir des avancées de René Descartes et Pierre de Fermat, Gottfried Wilhelm Leibniz, sur une période qui a fait polémique avec Newton au sujet de la paternité, reprenait ses calculs et les présentait plus simplement avec de nouvelles notations qui définissaient le calcul différentiel plus proche de celui de nos jours. Mais, pendant la même période en Angleterre, sous l'œil très attentif de Charles II qui apportait un support financier à la recherche, le maître Isaac Newton faisait à peu près la même chose que Leibniz. Selon les historiens, il semblerait que les deux hommes ont découvert la même chose indépendamment. Ces avancées du calcul différentiel sont l'origine du gradient. Physiquement, voyons à quoi correspond le gradient. Lorsqu'il existe une différence de pression dans un système physique, il y a un courant d'air qui s'établit pour annuler la différence de pression et atteindre un point d'équilibre. C'est le vent que nous connaissons. Lorsqu'il existe une différence de température dans un système physique, il y a un flux de chaleur qui s'établit pour annuler cette différence et atteindre un point d'équilibre. Lorsqu'il existe une différence de tension électrique entre deux conducteurs, il existe un courant d'électrons pour annuler cette différence et atteindre un point d'équilibre. Lorsqu'il existe une différence de concentration moléculaire dans une solution, il existe un déplacement du soluté pour annuler la différence de concentration et atteindre un point d'équilibre. Tous ces exemples amènent au constat que dans tous les cas, une force est la cause du déplacement ou du flux. L'origine de cette force provient de la différence de potentiel qui existe. On dit que cette force dérive du potentiel. Le mot dérivé a deux significations, l'une qui est provient et l'autre analytiquement c'est une dérivée. Au passage, le travail de ces forces généralement conserve l'énergie et on qualifie ces forces de conservatives. Regardons l'aspect géométrique et analytique de la direction de la force exercée sur les particules d'eau du torrent par exemple. Sur cette carte, le relief de la montagne est représenté par des courbes de niveau. Les courbes de niveau sont les projections verticales de l'intersection de coupes horizontales avec la montagne. L'altitude d'un point quelconque appartenant à la surface 3D de cette montagne peut être alors définie comme une fonction de deux variables, x et y, appartenant au plan horizontal OX et Y de la carte. La surface 3D du relief de la montagne est une représentation de la fonction z égale f de x et y dans notre espace habituel. Symbolisons le relief de la montagne par la surface dessinée en bleu. En chaque point M' de cette surface, si on reste très près du point M', on peut assimiler la surface 3D au plan tangent à ce point. Comme notre espace vectoriel est linéaire, si nous effectuons un déplacement infinitésimal dl sur la carte, dxi plus dyj, la fonction z va varier d'une valeur infinitésimale dz. Comme c'est une différentielle totale, dz s'écrit comme la somme des dérivées partielles. On peut se demander alors, y a-t-il une direction particulière qui maximiserait l'accroissement des z? Pour cela, faisons un gros plan autour du point M.
Afin de trouver la direction optimale recherchée, prenons les coordonnées polaires de dl et remplaçons-les dans la différentielle totale de dz. Nous trouverons la valeur de θ qui maximise dz en annulant la dérivée de dz par rapport à θ. Un calcul rapide nous donne que tangente θ est le rapport des dérivées partielles. Ce résultat est remarquable. L'angle θ qui donne la direction du déplacement à partir de m, qui maximise la variation de z, et qui dans le cas du torrent est la pente maximum, est l'angle qui a pour tangente le rapport des dérivées partielles, ou autrement dit, cette direction est celle qui a pour abscisse df sur dx et comme ordonnée df sur dy. Cette direction, vectoriellement, s'écrit donc dl égale df dx i plus df dy j. C'est ce déplacement spécifique qui est nommé le gradient. Dans notre exemple d'un point sur la montagne, une particule d'eau aura donc une attraction plus forte dans ce déplacement infinitésimal qui maximise le dénivelé. Le lit d'un torrent n'est donc pas un chemin pris au hasard. Nous aurions pu prendre un autre exemple physique et serions arrivés à la même conclusion. Résumons-nous sur le gradient. Physiquement, lorsqu'il existe une différence d'énergie potentielle, quelle qu'en soit la nature, il existe un champ de force conservatif qui entraîne un mouvement ou un flux. Géométriquement, le gradient est la direction dans laquelle la fonction a la plus grande variation. Mathématiquement, le gradient d'une fonction scalaire est un vecteur ayant pour composante les dérivées partielles de la fonction. Le gradient d'une fonction vectorielle consiste à prendre les composantes de cette fonction vectorielle, qui sont alors des scalaires, et d'en prendre le gradient tel qu'on l'a défini précédemment, ce qui définit un tenseur. La définition du gradient d'une fonction scalaire ou vectorielle est absolument la même, quelle que soit la dimension de l'espace vectoriel.